Nous habitons notre maison actuelle depuis 6 ans. J'ai commencé à dormir dans la chambre d'amis plutôt qu'avec mon mari, car il ronfle et m'empêche de dormir. Je fais ça depuis environ 8 mois. Il y a environ 3 semaines, j'ai fait le cauchemar le plus perturbant de ma vie. J'avais l'impression que mon âme était arrachée de mon corps, que ce qui fait de moi ce que je suis était littéralement extrait de mon corps. J'ai lutté de toutes mes forces pour y rester et je me suis réveillée terrifiée, mais soulagée que ce ne soit qu'un rêve. La nuit suivante et toutes les nuits depuis, je suis réveillée à toute heure par la sensation que quelque chose rampe rapidement sur les couvertures, de mes pieds vers mon visage. J'ai l'impression que ça a 4 pattes et que ça pèse à peu près le poids d'un chaton. La sensation est si réelle que par réflexe, je me découvre à chaque fois. Il n'y a rien quand j'allume la lumière. La semaine dernière, une nuit, je dormais sur le ventre. Quelque chose de très lourd s'est assis sur le bas de mon dos. J'ai entendu le lit craquer sous son poids. J'étais tellement effrayée que je n'ai pas pu bouger ni crier. J'ai fait une recherche sur Google et j'ai attribué cette sensation à des hallucinations hypnopompiques. Je me suis sentie soulagée. Samedi soir, mon mari était absent. J'ai donc choisi de dormir dans la chambre principale, car notre lit est bien plus confortable que celui de la chambre d'amis. J'ai été réveillée par la porte de la buanderie qui tremblait violemment. C'était bruyant, et j'ai encore une fois supposé qu'il s'agissait des hallucinations hypnopompiques dont j'avais entendu parler et j'ai essayé de me rendormir. La raison de ma terreur, c'est que la nuit dernière, je n'ai pas fermé l'œil. Je n'avais pas sommeil, j'étais debout en train de lire un livre dans la chambre juste avant minuit. La satanée porte de la buanderie s'est remise à trembler. Je l'ai entendue, je l'ai vue, et je n'étais ni endormie ni même somnolente. J'étais parfaitement éveillée. Pour couronner le tout, quand mon mari est rentré de voyage, il y a 1 minute, je lui ai demandé pourquoi la porte tremblait. Il a dit qu'il n'en savait rien. Il m'a expliqué que depuis quelques semaines, elle s'ouvre toute seule en pleine nuit. Maintenant, je suis encore plus terrifiée parce que c'est clairement réel et je ne suis pas en train de devenir folle. Ou alors mon mari l'est aussi. Je ne sais pas quoi faire, je crois au bien et au mal, mais je n'ai jamais rien vécu de tel et je ne suis même pas prêt à l'imaginer. J'ai trop peur pour aller me coucher maintenant. En 2015, quand j'étais en première année de lycée, je gardais les chiens de ma sœur aînée quelques soirs par semaine. Elle avait 2 pitbulls et mes responsabilités étaient assez simples. Les nourrir, jouer avec eux, les sortir et les mettre dans leur cage la nuit pour qu'ils n'abîment pas les meubles. Ma sœur travaillait de nuit et ne rentrait généralement pas avant 4 heures du matin, alors je dormais souvent chez elle avec ma copine. Un soir, après les cours, on est allé chez ma sœur comme d'habitude. On a passé la soirée à jouer à des jeux vidéo et à traîner ensemble. Vers 22h, on est monté dans sa chambre pour se préparer à aller au lit. La porte était fermée pour empêcher les chats d'entrer et on était tous les deux assis sur le lit, les yeux rivés sur nos téléphones. Soudain, la porte de la chambre s'est mise à trembler violemment. Ce n'était pas un léger cliquetis ni un bruit sourd. On aurait dit que quelqu'un essayait de forcer la porte. Elle n'était pas verrouillée, mais nous n'y avons pas prêté attention. Nous avons sauté du lit et nous sommes précipités vers la porte, appuyant de toutes nos forces, car nous étions persuadés qu'un cambrioleur s'était introduit dans l'appartement. J'étais terrifiée. Une fois les tremblements apaisés, j'ai pris le pistolet du petit ami de ma sœur dans le placard. J'ai verrouillé la porte de la chambre et j'ai bloqué l'ouverture avec une commode. En regardant par la fenêtre, j'ai remarqué que le portail du petit patio en contrebas était ouvert, ce qui n'a fait qu'accroître ma peur. Sur le moment, j'ai pensé que quelqu'un était peut-être entré par là. Au bout de quelques minutes, j'ai décidé de vérifier la maison. J'ai minutieusement inspecté chaque pièce à l'étage avant de descendre, mais il n'y avait rien. La porte d'entrée était toujours verrouillée, l'alarme était toujours activée et se serait déclenchée si quelqu'un était entré. Les chiens étaient parfaitement calmes dans leur cage. Si quelqu'un était réellement entré, il se serait mis à aboyer frénétiquement, et je savais qu'au moins l'un d'eux était capable de s'échapper de sa cage s'il l'avait voulu. Tout semblait parfaitement normal, comme si rien ne s'était passé. À ce jour, je ne sais pas ce qui a provoqué les secousses de cette porte. Mon cœur ne s'est jamais emballé aussi vite. Ma sœur aînée a toujours été très attirée par les pratiques spirituelles et psychiques. Elle lit les cartes de tarot et croit aux esprits. Elle allait même jusqu'à se rendre la nuit dans les cimetières avec son meilleur ami qui prétendait entendre les esprits tandis que ma sœur affirmait les voir. Il y a aussi un vieux miroir sur pied qui vient de la maison de notre enfance. Ma sœur pensait que ce miroir était lié à une ombre qui m'a suivi pendant près de 2 ans quand j'étais plus jeune.
Après qu'elle ait purifié la maison et moi-même, ces phénomènes ont cessé. Je ne me souviens plus si ce miroir était dans l'appartement au moment des faits, mais si c'était le cas, ma sœur dirait probablement que c'est précisément ce qui l'a provoqué. Qu'il s'agisse d'une personne, d'un phénomène explicable ou d'un événement paranormal, je n'en ai toujours aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que nous n'oublierons jamais cette nuit. J'ai vécu une expérience absolument terrifiante dimanche dernier. Dimanche soir, j'étais en camping avec 2 amis que j'appellerais John et Andy à Wall Lake dans les Uintas. Le lac est à environ 2,5 km de marche depuis le parking. Nous avons choisi un coin isolé à l'est du lac pour installer notre campement. John dormait dans un hamac à une vingtaine de mètres de moi et Andy était plus loin, à environ 90 mètres au sud-est. On a passé la journée à pêcher et tout s'est très bien passé. Vers 23h, on est allé dormir complètement crevé. Je me suis endormi rapidement, jusqu'à 1h39. J'ai été réveillé par une voix d'homme très proche, peut-être à 10 mètres. Au début, j'ai cru que je rêvais encore, mais j'ai compris que cette voix ne disait aucun vrai mot. C'était juste des sons, du charabia. J'ai paniqué parce que nous savions qu'il n'y avait plus personne autour du lac. Le seul autre groupe était parti bien plus tôt. Je suis resté immobile, à écouter. Plus rien, silence total. J'ai fini par me dire que j'avais dû rêver et je me suis rendormi. 1 heure plus tard, je me réveille d'un coup. Un appel profond et guttural à moins d'1 mètre de ma tête. L'appel se répétait par série de 5 et ça s'est produit 3 fois. D'abord à ma tante, puis 2 ou 3 secondes plus tard près d'Andy, puis quelques secondes après près du hamac de John. Là, j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose dehors et que ça se déplaçait très vite. En restant allongé, j'ai entendu des pas lourds approcher de ma tante. Les pas faisaient rouler des cailloux et craquer des branches. La chose est venue juste devant ma tante et s'est arrêtée. J'étais paralysé de peur, incapable de bouger ou de réfléchir. De 2h30 à 5h15, ça a tourné autour du camp. Ça ne faisait pas que marcher, ça parlait, ça poussait des cris stridents, ça frappait les arbres. Je priais pour qu'on s'en sorte, j'envoyais des messages à ma copine en cachant la lumière du téléphone sous mon sac de couchage. À 7h31, j'ai enfin osé sortir pour rejoindre John et Andy. J'ai demandé à John s'il avait vécu la même chose, il m'a répondu. Il était debout juste au-dessus de mon hamac, je ne pouvais pas voir dehors, mais je sentais qu'il me regardait. Il m'a aussi dit, il a murmuré mon nom, il marmonnait des trucs incompréhensibles, mais mon nom était clair. Vers 3h30, il avait allumé sa lampe d'un coup pour regarder autour, mais n'avait rien vu. Je me souviens de cette lumière, et au même moment, j'avais entendu des pas courir vers ma tante. Andy, lui, avait bu le reste de sa flasque et n'avait presque rien entendu. Il s'est juste réveillé quand son matelas s'est dégonflé. Il a dit qu'il se sentait observé, mais qu'en forêt c'est normal. On a immédiatement plié le camp et on est rentré. Depuis, je dors très mal, je fais des flashbacks violents qui me déclenchent des crises de panique. Je ne sais pas ce qui me terrifie le plus, ne pas savoir à quoi ressemblait cette chose, ou le fait qu'elle connaissait le prénom de John, ce qui veut dire qu'elle nous écoutait avant qu'on s'endorme. J'aimerais tellement que quelqu'un trouve une explication rationnelle, mais j'accepte aussi l'idée que ça pourrait être quelque chose de malveillant dans ces montagnes. Ma femme et moi avons loué un Airbnb à Conroe, au Texas, pour un mariage auquel nous avons assisté récemment. C'était une jolie maison dans un quartier agréable. Nous avons vraiment eu de la chance. Elle était bien entretenue, même si le mobilier et la décoration dataient d'une autre époque. Imaginez un style années 50 avec une touche années 70, puis plus récemment des travaux de rénovation probablement pour la rendre présentable en location. Une fois installés, nous avons supposé qu'il s'agissait probablement de la maison d'un parent âgé récemment décédé et que la famille qui en avait hérité avait décidé de la louer pour de courtes durées. Nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup de sous-verts sur toutes les tables. Nous avons compris le message et nous nous sommes assurés de les utiliser. À un moment donné, nous avons même commencé pour plaisanter à dire à voix haute quelque chose comme « Ne t'inquiète pas mamie, on utilise les sous-verts ». La première nuit s'est déroulée sans incident. Après une longue journée passée au mariage, nous sommes rentrés tard et nous nous sommes préparés pour la nuit. Ma femme et moi préférons dormir dans des chambres séparées, principalement parce que je ronfle, mais aussi pour le confort de chacun et son propre rythme. J'ai tendance à me coucher tôt. J'ai dit bonne nuit et apporté un verre d'eau dans la chambre.
J'ai posé le verre sur la table de chevet et me suis glissé sous la couette. À peine couché, j'ai entendu la tasse tomber et rebondir un peu partout. J'ai trouvé ça bizarre, car je ne voyais pas comment elle avait pu tomber. Je me suis levé pour nettoyer, et j'ai tout de suite remarqué que je n'avais pas mis de dessous de verre. Sans réfléchir, j'ai dit « Pardon mamie » en essuyant l'eau renversée. Si c'était tout, il n'y aurait pas d'histoire, mais quand j'ai cherché la tasse, elle était en plein milieu, sous le lit, bien droite. Je n'arrivais pas à l'attraper et j'ai dû prendre un balai le lendemain matin pour la récupérer. J'ai vraiment eu le sentiment qu'il s'était passé quelque chose d'étrange. Je me suis recouché et me suis rendormi. À une heure indéterminée, un grand bruit sourd a retenti, suivi d'un cri terrifiant. Je ne m'étais jamais redressé d'un coup. C'est pourtant ce qui s'est passé. Je suis passé de l'inconscience totale à la position assise, les yeux grands ouverts. Je suis sorti du lit, j'ai fait un rapide tour de la maison et ne remarquant rien d'anormal, je suis retourné me coucher. Ce matin, je raconte mon histoire à ma femme et elle est presque livide. Elle m'a dit avoir elle aussi entendu un grand bruit au milieu de la nuit qui l'a réveillée en sursaut. Elle ne se souvient pas d'avoir crié, mais elle a dit que le bruit venait de juste derrière le mur et que ça l'avait terrifiée. J'ai confirmé que c'était exactement ce que j'avais ressenti. La seule explication qu'on trouve, c'est que grand-mère a piqué une crise parce que je n'avais pas utilisé les sous-verres. J'avais bien envie de faire un petit résumé de l'histoire dans mon commentaire, mais j'ai finalement préféré mettre 5 étoiles et laisser un avis aux futurs voyageurs sur le charme de cette maison. J'habite dans l'Illinois, je ne dirai pas exactement où, mais l'histoire que je vais raconter s'est passée dans la ville de Mansfield. Ça remonte à longtemps, j'avais 10 ans, j'en ai 18 aujourd'hui. On venait d'emménager dans une maison avec le nouveau petit ami de ma mère. Il y avait moi, ma mère, lui et nos chiens. Pour une raison inconnue, nos chiens faisaient énormément de dégâts dans la maison, c'est important pour la suite. On a donc fini par acheter des cages pour les enfermer la nuit, ils ne savaient pas s'en échapper, et ils devaient rester calmes. Mais ce qui était étrange, c'est que même après ça, on entendait encore des chiens courir, grogner et se battre toute la nuit, comme si c'était les nôtres. Pourtant, quand on se levait pour vérifier, nos chiens étaient parfaitement bien, sans aucune blessure et dormaient profondément. On a essayé de se dire que c'était peut-être les chiens des voisins, mais on a appris plus tard que les voisins n'avaient pas de chiens. Mon beau-père, je vais l'appeler comme ça maintenant, a donc installé des caméras dans la maison pour voir si nos chiens étaient des génies capables de sortir de leur cage. Je lui ai dit que c'était stupide, mais il l'a fait quand même. Une nuit, alors que tout le monde dormait, je me suis réveillée dans ma chambre à l'étage pour aller aux toilettes. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai senti quelque chose de lourd dans mon lit. J'ai touché et j'ai senti une grosse masse froide et poilue qui s'est mise à grogner. J'ai bondi hors du lit, j'ai allumé la lumière et il n'y avait rien. Normalement, l'histoire s'arrêterait là, mais récemment, j'ai demandé à ma mère ce qu'elle avait vécu à cette époque et voici ce qu'elle m'a raconté. Un soir, elle était seule à la maison, j'étais chez ma grand-mère et mon beau-père était au travail. Notre plus vieux chien était chez le vétérinaire pour ses vaccins, donc il n'était pas là. Le seul chien présent était notre petit chien. Ma mère dit qu'en pleine nuit, elle a entendu un grognement très fort comme celui d'un gros chien et qu'elle a vu 2 yeux brillants dans le noir fixés sur elle. Elle a allumé la lumière, rien, elle est retournée se coucher. Le lendemain matin, elle s'est réveillée avec une marque de morsure sur le bras. La morsure ne correspondait pas à la mâchoire de notre petit chien. La plaie s'est infectée. Elle a été malade pendant 3 jours et il n'y avait aucun signe d'effraction, aucune trace d'animal dans ou autour de la maison. La seule chose étrange qu'elle a trouvée, c'est que l'oreiller du côté de mon beau-père était complètement détruit. Aussi fou que tout ça puisse paraître, c'est entièrement vrai. Je m'en fiche que les gens me croient ou pas. Je veux juste savoir ce que c'était. J'habitais sur une base militaire aux États-Unis parce que mon ex-mari était dans l'armée. Mon fils de 2 ans et demi jouait seul dans sa chambre et il n'arrêtait pas de parler, comme s'il tenait une vraie conversation, sauf qu'il n'y avait personne. Quand il est venu dans la cuisine, je lui ai demandé avec qui il parlait. Il m'a répondu « Charlie le soldat ». Je lui ai dit « Dis à Charlie d'aller vers la lumière ». Il est retourné dans sa chambre, puis il revient dans la cuisine et me dit « Il a dit qu'il n'est pas encore prêt ». J'étais là. D'accord, surtout que j'avais aussi un nouveau-né et que mon ex-mari était déployé.
Une amie restait chez moi depuis environ 5 jours parce qu'elle avait des problèmes de couple, et elle peut confirmer. Cette nuit-là, il s'est réveillé en pleurant, ce qu'il ne faisait jamais. Depuis ces 6 mois, il dormait très bien, sauf quand il était malade. Je suis allé jusqu'à la barrière de sécurité à sa porte. Il dormait dans un lit pour tout petit, et je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Il m'a répondu « Charlie veut que je passe par la fenêtre ». Je précise, on vivait au 2e étage d'un immeuble de 4 appartements sur la base. J'ai pris mes affaires, je suis allé à l'hôtel de la base et j'ai appelé un prêtre le lendemain. Je lui ai demandé de venir bénir mon appartement et pendant qu'il était là, je lui ai dit qu'il devait sûrement me prendre pour une folle. Il m'a répondu « Non, pas du tout. Une femme m'a appelé la semaine dernière juste dans la rue d'à côté pour le même problème avec son enfant. » J'ai aussi contacté ma voisine qui vivait en dessous de chez moi. La chambre de son fils était directement sous celle de mon fils. Son fils avait 4 ans, donc à peu près le même âge. Je me souvenais qu'elle m'avait parlé de ses terreurs nocturnes, alors ça m'a fait réfléchir. Elle m'a expliqué que son fils faisait des terreurs nocturnes quand il vivait là, et que la seule façon de le faire dormir était de conduire en voiture la nuit. Il refusait de dormir dans sa chambre, et elle disait qu'il se débattait tellement qu'il poussait avec ses jambes contre le cadre du lit quand ils essayaient de le porter. Elle m'a dit que tout ça avait cessé dès qu'ils avaient déménagé. J'entendais souvent des bruits d'hommes qui se raclent la gorge, des objets tombés dans la douche. Une fois, à 5 heures du matin, je ne pouvais pas dormir. J'étais très enceinte et j'ai clairement entendu un homme dire « Hé !» dans mon salon, des trucs de fou. Autant dire qu'après la bénédiction de l'appartement, tout s'est arrêté, mais l'endroit restait très lourd. On a déménagé peu après dans un condo sur la base. Je rentrais chez moi en voiture tard dans la nuit. J'habitais une toute petite ville et je faisais chaque jour les 70 km qui me séparaient de l'école et de mon travail. Il était presque 2h30 du matin. Pour rentrer, je devais traverser plusieurs routes de campagne qui serpentent entre les marchés agricoles du Texas. Ce soir-là, j'avais passé la soirée chez mon cousin en ville et je savais que je devais rentrer tôt le lendemain. En prenant un virage serré, j'ai soudain aperçu une voiture renversée, phare encore allumé. Si vous avez déjà conduit sur ces routes, vous savez à quel point elles sont étroites et sinueuses. Un freinage trop brusque et on peut facilement se retrouver sur le toit. Je ralentis, baisse ma vitre et crie pour savoir si quelqu'un a besoin d'aide. J'attends une trentaine de secondes, aucune réponse. Je sors mon téléphone et j'appelle le 911. Je précise que je ne me sens pas en sécurité à l'idée de sortir de ma voiture à cause des récents vols dans la région. En zone rurale, les appels sont souvent redirigés vers le poste de police le plus proche. Dans mon cas, on me transfère au shérif du comté, puis aux gendarmes du secteur qui connaissaient ma famille. Je lui explique que je préfère le retrouver chez lui pour qu'il me suive jusqu'au lieu de l'accident plutôt que de vérifier seul si quelqu'un est à bord. Il accepte. À peine ai-je raccroché que dans un autre virage serré, j'aperçois un homme marchant au milieu de la route. Il était grand et portait des locks. Je freine brusquement, baisse ma vitre et lui demande « Monsieur, vous avez besoin d'aide ?» Il ne se retourne pas, il ne réagit même pas, il continue simplement à marcher comme si je n'existais pas. Je me dis, ok, c'est vraiment bizarre. Environ 1 kilomètre plus loin, j'aperçois des gyrophares. J'accélère et fais des appels de phare pour signaler aux policiers que c'est moi. Je lui raconte que j'ai croisé un homme à environ 800 mètres de la voiture accidentée, marchant au milieu de la route. Il me demande de monter dans sa voiture pour lui indiquer l'endroit exact. Je lui précise que je me suis arrêté pour lui demander s'il allait bien, mais qu'il n'a jamais répondu. Nous retournons sur les lieux, mais personne. S'il avait continué tout droit, nous aurions dû le croiser. Nous arrivons ensuite à la voiture renversée. Le policier me demande de rester dans son véhicule pendant qu'il inspecte les lieux. Je le vois s'arrêter, regarder quelque chose, puis revenir à sa voiture pour appeler une ambulance et demander s'il y a des policiers d'État disponibles. Il me demande alors de décrire l'homme que j'ai vu. Je lui dis d'origine africaine, dreadlocks courtes, chemise beige à rayures déboutonnées, pantalon kaki. Il me regarde et dit « Vous êtes sûr ?» Je confirme. Nous attendons une dizaine de minutes en discutant de ma famille, puis les gyrophares de la police d'État apparaissent. Le policier me demande de rester dans la voiture pendant qu'il parle en privé avec l'agent. Ils se dirigent ensuite tous les deux vers la voiture renversée. Je les vois jeter un coup d'œil à l'intérieur et le policier semble complètement sous le choc. Je murmure « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Ils reviennent vers moi.
Le policier d'État me repose les mêmes questions. Quand j'ai vu l'homme, ce qu'il faisait, comment il a réagi. Puis le gendarme me dit qu'il va me ramener à ma voiture et que je peux rentrer chez moi. Il passera chez mes parents le lendemain pour une déclaration officielle. Je rentre, il est presque 4 heures du matin, je vais me coucher. À 11 heures, mes parents me réveillent, le gendarme est là. Nous nous installons à la table de la salle à manger. Il me demande de raconter officiellement tout ce qui s'est passé jusqu'au moment où je suis monté dans sa voiture. Puis il me dit, le conducteur du véhicule est décédé et il correspond exactement à la description de l'homme que vous avez vu marcher sur la route. Je reste figé. Je lui dis que c'est impossible. Je n'ai jamais quitté ma voiture quand j'ai vu le véhicule renversé. Il répond qu'ils savent et que l'homme était mort bien plus tôt dans la soirée. Puis il ajoute calmement, « Mon fils, nous pensons que vous avez vu son esprit marcher. » Et moi j'étais là complètement abasourdi. Non, c'est pas possible. Je m'appelle Sushma et je viens d'Inde. Enfant, j'étais une petite fille calme, réservée, presque invisible. Je ne me faisais pas facilement des amis. Toute ma vie tournait autour de mes études et de mes cours de musique. Mes parents, tous deux enseignants, veillaient de près à mon avenir et m'encourageaient à rester concentré. Puis vers l'âge de 10 ans, quelque chose d'inattendu est arrivé. Une voisine, une fille de mon âge, est devenue mon amie du jour au lendemain. Je ne sais toujours pas comment c'est possible, moi qui parlais si peu. Nos toits étaient proches, presque côte à côte, et nous avions pris l'habitude de nous y retrouver pour discuter. Un soir, elle m'a parlé d'un champ ouvert à quelques minutes de chez nous. Personne n'y va, m'a-t-elle dit. On pourrait y jouer tous les soirs, juste nous deux. J'étais ravie, c'était ma première véritable amie et je ne voulais surtout pas perdre cette chance. Le seul obstacle, c'était mes parents. Ils rentraient tard de l'école, alors je pouvais la rejoindre en cachette sans qu'ils ne s'en rendent compte. Très vite, nous avons commencé à aller régulièrement dans ce champ, et dès le premier jour, les choses ont commencé à devenir étranges. Chaque nuit, après être rentré du terrain, je faisais des cauchemars. Parfois, je sentais qu'on me tirait les jambes pendant mon sommeil, d'autres fois, j'entendais des chuchotements auprès de mes oreilles. Même aujourd'hui, je ne sais pas si ces sensations étaient réelles ou si mon esprit d'enfant me jouait des tours. Je préfère croire que ce n'était que des rêves. J'en ai parlé à ma mère, mais elle avait déjà découvert que j'allais jouer dehors avec ma nouvelle amie. Elle a dit, « Peut-être que tu ne te laves pas correctement les mains et les pieds avant de dormir. C'est pour ça que tu fais de tels rêves. » J'ai essayé de la croire, mais les rêves persistaient. Puis vint ce jour que je n'oublierai jamais. Un soir, mon ami et moi sommes restés plus longtemps que d'habitude dans le champ. En jouant, nous avons perdu la notion du temps. La nuit commençait déjà à tomber. Nous avons décidé de partir rapidement avant que nos parents ne se fâchent. Sur le chemin du retour, j'ai soudain aperçu quelque chose au loin. Une femme, elle se tenait seule au loin, elle portait un sari blanc, ses cheveux semblaient également blancs, elle paraissait exceptionnellement grande et nous fixait du regard. Je ne me souviens pas de son visage, mais je me souviens de ses yeux me terrifiaient. Le plus étrange, c'était qu'elle paraissait floue, comme si elle n'était pas tout à fait là. J'allais raconter à mon amie ce que je voyais, mais avant que je puisse parler, elle s'était enfuie. J'ai été paralysée par la peur, j'étais engourdie, je suis pourtant parvenue à rentrer chez moi en courant. Cette même nuit, j'ai eu une forte fièvre et j'ai dû être hospitalisée pendant près d'une semaine. À mon retour chez moi, la mère de mon ami a raconté à nos familles que le terrain où nous jouions avait un passé tragique. Il y a longtemps, avant que les crématoriums ne soient courants dans la région, des personnes décédées y étaient enterrées. Elle a aussi mentionné qu'une femme y aurait été assassinée et que selon la tradition locale, sa famille l'aurait enterrée dans ce même terrain. Elle a déclaré que ni elle ni la plupart des autres personnes n'avaient personnellement rien constaté d'inhabituel à cet endroit. Cependant, de nombreux riverains âgés affirmaient souvent entendre des bruits étranges provenant du champ, surtout le soir. Certaines personnes disaient également ressentir une forte impression de négativité lorsqu'elles passaient dans les environs. À cause de ces histoires, très peu de gens s'y sont rendus. À cet âge-là, entendre tout ça ne faisait qu'aggraver ma peur. Même après toutes ces années, je ne sais toujours pas ce que j'ai vu ce soir-là. Était-ce vraiment une femme qui se tenait là? Mon imagination après avoir entendu les histoires locales, honnêtement je ne sais pas. Mais une chose est sûre, je me souviens encore de ces yeux flous qui me fixaient de loin. Cet incident s'est produit il y a de nombreuses années, et pourtant ça reste l'une des expériences les plus mystérieuses de ma vie.
Cette rencontre s'est produite l'été dernier. Je suis un gars de 20 ans vivant dans l'est de la Norvège. Cette rencontre s'est produite quand j'avais 19 ans, en juin ou juillet 2025. Mon père et moi avions fait environ 400 km vers l'ouest de la Norvège pour aller chercher une voiture pour ma sœur. Sur le chemin du retour, je conduisais la petite Mini Cooper jaune que nous venions de récupérer et mon père roulait devant moi dans sa Subaru. Nous avions décidé de faire tout le trajet sans pause pour gagner du temps. Nous avions bien avancé quand il a commencé à faire un peu plus sombre. Il devait être 1 ou 2 heures du matin, mais en été en Norvège, il ne fait jamais vraiment nuit noire, donc la visibilité restait bonne. La route était étroite et très sinueuse, avec des virages constants, descendant d'une zone assez montagneuse. En descendant, nous avions déjà vu quelques élans au bord de la route, juste à côté de la forêt. Un peu plus loin, j'ai aperçu ce que je pensais être un autre élan, et je l'ai dit à mon père. On était au téléphone pendant tout le trajet. Il était à environ 100 mètres devant moi, et n'a rien vu. J'ai aperçu l'animal en entrant dans un virage à gauche, et j'ai compris presque immédiatement que ce n'était pas un élan. J'ai alors pensé que c'était peut-être un cerf. Il n'était qu'à quelques mètres de ma voiture au plus près, et il était vraiment massif. Il avait l'air jeune pourtant, ce que j'ai trouvé étrange pour un animal aussi grand. Je n'avais jamais vu de cerf auparavant, donc je n'étais pas sûr, mais il ne ressemblait pas vraiment aux animaux que je connaissais. Je n'y ai pas trop réfléchi sur le moment, mais une fois rentré chez moi, j'ai cherché des photos de cerfs norvégiens, et j'ai réalisé que ça ne ressemblait pas du tout à ça. Après beaucoup de recherches, j'ai découvert qu'il n'existe que 4 espèces de cervidés en Norvège. L'élan, le cerf rouge, le chevreuil et le renne. L'animal que j'ai vu ne ressemblait à aucun d'eux. C'était presque comme une combinaison de plusieurs, mais je ne suis pas sûr. Il faisait au moins 2 mètres de haut au sommet de la tête. Il n'avait aucun bois, son visage avait un aspect presque bébé, un peu rond et potelé. Son pelage était très clair, couleur sable, avec une teinte légèrement orangée brunâtre. La tête n'avait pas la forme allongée d'un élan. Les pattes étaient longues et assez fines. Le corps n'était pas gros, mais semblait en bonne santé. L'animal me faisait face. Nous avons eu un bref contact visuel. Je roulais à environ 50 km. Je l'ai vu pendant peut-être 5 secondes. Ce n'est pas long, mais largement assez pour bien voir son apparence. Il n'a pas bougé du tout. Il se tenait immobile en me regardant passer. C'était en 2008. Je venais de rompre avec mon ex à cause de cette tromperie. Je ne supportais plus d'être à notre appartement, alors je suis allée dormir chez ma meilleure amie. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil et j'avais constamment mal au ventre. Je me retournais sans cesse dans mon lit, sentant la nausée monter, alors j'allais aux toilettes. J'étais assise sur les toilettes, le regard baissé, en larmes, fixant le sol. La porte est juste à côté des toilettes, mon pied était donc à environ 23 cm du bas. J'ai vu une main noire et poilue, aux longs ongles, sortir lentement de dessous la porte et attraper mon pied. J'ai retiré mon pied si vite qu'elle a fait de même, mais calmement. Je me suis immédiatement levée et me suis éloignée de la porte, complètement abasourdie. J'ai entendu des pas lourds s'éloigner de la porte, comme s'ils marchaient vite. J'étais paralysée. J'essayais de comprendre et j'étais terrifiée. Il m'a fallu un temps fou pour trouver le courage de quitter les toilettes et de retourner dans ma chambre, car elle était juste derrière la porte, même si j'entendais les pas s'éloigner. J'ai fini par retourner en courant dans la chambre. J'ai réveillé mon ami et je lui ai demandé « Tu es juste allé aux toilettes, tu te foutais de moi ?» Il dormait profondément quand je l'ai réveillé et il était tout confus quand j'ai paniqué en posant toutes ces questions. Ce sont les doigts que j'ai vus, car c'était eux qui tendaient la main vers moi. Je vais essayer de décrire leur apparence. Je les vois encore très clairement dans ma tête. Ils avaient la couleur et la texture de doigts de gorille, et les poils étaient les mêmes que chez les gorilles, sauf qu'ils recouvraient tout le doigt. Ce n'était donc pas une touffe dense, on voyait encore la peau, mais c'était poilu. Je ne sais pas comment les décrire autrement. Les ongles étaient noirs, longs et pointus. Ils n'étaient pas trapus comme ceux des gorilles, mais plutôt fins comme ceux des humains. J'avais toujours eu cette sensation d'être sous un regard, même avant que cela n'arrive. Il m'arrivait de laver mon linge là-bas, et même en journée, j'avais l'impression d'être observée, comme si quelque chose pesait lourd. C'était toujours désagréable, mais je pensais que c'était juste une impression. Et puis, cette nuit-là, c'est arrivé, et je ne sais toujours pas quoi penser. Je sais ce que j'ai vu, et je sais que c'était réel. Je n'ai juste aucune idée de ce que c'était, ni de ce qui se serait passé si je l'avais laissé toucher mon pied. Ça fait 20 ans que j'essaie de comprendre.
J'ai finalement raconté l'histoire à ma meilleure amie il y a peut-être 3 ans. Elle m'a demandé pourquoi je lui en avais pas parlé plus tôt, car sa sœur jurait qu'il y avait quelque chose là-bas et que c'était pour ça qu'elle ne dormait jamais dans sa chambre, mais tout le monde pensait qu'elle était agaçante. Elle m'a dit aussi que le petit ami de sa sœur a également vécu une expérience comparable, mais il n'a rien vu. Il a entendu des bruits à l'extérieur de la porte, ainsi que des pas. Il gardait la maison seul pendant que sa famille était partie en voyage. Il a décidé de rester sur place ce soir-là, au lieu de traverser la ville pour rentrer chez lui. Il y a une dizaine d'années, j'ai vécu la seule expérience de ma vie que je n'ai jamais réussi à expliquer. Je suis quelqu'un de rationnel, habitué à analyser les choses avec logique, et ce qui s'est passé va complètement à l'encontre de ma vision du monde. Ma famille vivait dans le sud-ouest de l'Écosse, une région magnifique mais souvent grise et venteuse. Nous avions toujours habité une maison neuve, sans histoire, puis pendant mes études, mes parents ont déménagé dans une vieille maison victorienne d'environ 150 ans, située dans un quartier chargé d'histoire. La maison était grande avec une partie ancienne et une extension plus récente. À l'étage, il y avait un petit placard, une pièce d'1 mètre carré, sans fenêtre, sans accès au grenier, humide et mal aéré. On y rangeait des serviettes et de vieux vêtements. Pendant 1 an, rien d'étrange ne s'est produit. Parfois, notre vieux dalmatien grognait dans le noir et le lustre en porcelaine du salon faisait un léger bruit, mais rien d'inquiétant. Un hiver, je suis rentré de l'université pour quelques jours. Mon père était en déplacement, mon frère n'habitait plus à la maison, et il n'y avait que ma mère, moi et le chien. Vers 3 heures du matin, j'ai été réveillé par des coups violents. On aurait dit que quelqu'un essayait d'enfoncer la porte arrière. Je me suis levé pour vérifier, mais il n'y avait personne dehors. Ma mère est sortie de sa chambre en même temps que moi, pensant que mon frère essayait de rentrer. Je lui ai dit que non. C'est là qu'on a compris que les coups ne venaient pas de la porte, ils venaient du placard. La porte du placard tremblait, comme si quelqu'un frappait dessus de toutes ses forces. Impossible d'accuser le vent ou la circulation, il n'y avait rien qui pouvait provoquer ça. Le chien s'est mis à grogner et à aboyer, se plaçant devant la porte, comme pour nous protéger. Ma mère et moi étions complètement perdus. On ne croyait pas au surnaturel, mais ce qu'on voyait et entendait était réel. Finalement, j'ai dit à ma mère d'ouvrir la porte pendant que je me préparais à me défendre avec une chaussure de rugby. Elle a ouvert. Il n'y avait rien, les coups ont cessé immédiatement. On a refermé la porte encore sous le choc. Quelques secondes plus tard, un bruit sourd a retenti en bas. Le chien a dévalé les escaliers et nous l'avons suivi. Dans le salon, on a trouvé une longue vue tombée d'une étagère. Elle avait roulé beaucoup plus loin que ce qui était possible et dans une direction étrange. Le lustre au-dessus de nous s'est mis à osciller puis à trembler. On ne savait plus quoi penser. On a fini par rire nerveusement, juste pour évacuer la tension. On a passé le reste de la nuit dans la cuisine sans oser remonter. Rien de tout ça ne s'est reproduit. On a laissé la porte du placard ouverte en permanence et on a rangé la longue vue dehors. Plus tard, mon père nous a avoué qu'il n'aimait plus aller dans la dépendance où il se trouvait, sans jamais expliquer pourquoi. Quand on lui a raconté l'histoire, il n'a même pas été surpris. Il a juste dit « On ne joue pas avec ce qu'on ne voit pas ». Quelques années plus tard, mes parents ont vendu la maison. On en parle encore parfois, mais personne n'a jamais trouvé d'explication. C'est arrivé il y a 1 an, en 2025, dans la nuit du 3 juillet, entre environ minuit 40 et 4 heures du matin. J'avais 27 ans à l'époque. J'avais du spray au poivre et pas grand-chose d'autre. Cet événement m'a poussé à obtenir un permis et une arme pour me protéger. Nous étions censés rejoindre une sorte de cabane que mon frère et ses amis avaient construit au fond des bois, à environ 5 km du parking de Seattle Bridge Park. Eux étaient partis avant moi et étaient déjà sur place. Comme j'étais en retard, je suis arrivée seule au parking vers minuit 40 et j'ai dû marcher toute seule sur le sentier forestier pour les rejoindre. Mon téléphone n'avait presque plus de batterie, alors j'ai décidé de ne pas utiliser la lampe et de marcher uniquement à la lumière de la pleine lune. Le début du chemin est une ancienne route forestière envahie par la végétation, bordée d'arbres. J'avançais depuis un moment quand j'ai remarqué sur la gauche une grande silhouette blanche debout contre un arbre qui se balançait doucement d'un côté à l'autre. J'ai immédiatement commencé à faire des calculs mentaux en continuant d'avancer vers elle.
J'ai pensé à faire demi-tour vers ma voiture, mais chaque fibre de mon corps me disait que c'était une idée catastrophique. Mon instinct me hurlait que ce n'était pas humain. Il me disait aussi de ne pas réagir et de continuer à marcher. Alors je l'ai fait. Je suis passé juste à côté et j'ai continué jusqu'à prendre un virage serré à gauche dans les arbres, environ 3 mètres avant la fin de la route forestière. J'ai marché environ 3 kilomètres sur un sentier très difficile à suivre, uniquement éclairé par la lune, jusqu'à trouver la cabane. Il était de l'autre côté d'une vieille clôture. Je me suis glissé sous un trou dans le grillage et j'ai rejoint mon frère et ses amis autour du feu, sans rien dire. À un moment, mon frère m'a demandé d'aller chercher du bois. Ils m'ont donné une lampe torche et je suis parti en chercher. On avait cette croyance que l'autre côté de la clôture était dangereux et que notre côté était protégé de toutes les choses étranges qu'on avait ressenties ou vues. On avait tort, parce qu'en montant une colline pour chercher du bois, j'ai vu la silhouette de quelque chose au visage plat, à 4 pattes, à environ 20-25 mètres, tout en haut de la colline. Je me suis dit que c'était un cerf. J'ai abandonné le bois et je suis retourné m'asseoir près du feu, sans rien dire. On a tiré quelques coups de feu dans la colline, bu un peu, fait exploser quelques feux d'artifice dans une clairière et fumé. Puis mon frère et son ami ont décidé qu'ils nous ramèneraient chez nous avec ma voiture. Le retour à pied s'est passé sans incident. Une fois dans la voiture, j'étais côté passager, fixant la forêt à travers la fenêtre, cherchant la créature. Quand mon frère a commencé à reculer, je l'ai revue. Elle se tenait debout, sur 2 jambes, parmi les arbres, à environ 15 mètres dans les bois, juste en face de l'endroit où nous avions garé les voitures. Elle nous avait suivis et elle nous attendait, sachant que nous devrions revenir au parking. Je jure devant Dieu, je l'ai vue se laisser tomber sur ses 4 membres et partir en sprint. Cette chose a poursuivi ma voiture à 4 pattes et a réussi à suivre notre vitesse. On roulait à 55 km/h et elle tenait le rythme, zigzagant entre les arbres. Elle a fini par s'éloigner quand on est arrivé près de la clôture des habitations. Je ne sais pas ce que c'était. Le camp a été démonté sur ordre de l'association de quartier. Il ne reste que quelques structures et un vieux mirador de chasse. J'ai emménagé dans cette maison universitaire avec une semaine de retard. Je m'étais gravement blessé à la main juste avant le déménagement et je ne pouvais rien porter. Alors mes colocataires ont pris de l'avance. Dès les premiers jours, ils m'ont parlé de bruits étranges venant du grenier. Des pas, des grincements, parfois comme quelqu'un qui se déplace là-haut. Le grenier était officiellement inhabitable et interdit d'accès, mais on m'avait montré où se trouvait la clé en cas d'urgence. Quand j'ai enfin emménagé, tout semblait normal, aucun bruit, aucune sensation bizarre, juste une vieille maison étudiante comme les autres. Fatigué de partager une chambre, j'ai décidé de m'installer au sous-sol. J'ai toujours aimé les pièces fraîches et sombres et au début, tout allait bien, je dormais même mieux. Une semaine plus tard, je tombe malade, rien de grave, mais un malaise persistant. Un soir, notre ami, on l'appelle Racé, passe nous voir. On fume un joint, on regarde la télé et il plaisante en disant qu'il va descendre au sous-sol pour me faire peur. Je reste sur mes gardes, puis je m'endors. À peine endormi, je me réveille en sursaut. C est debout au milieu de la pièce. Je crois qu'il me fait une blague. Alors je lui lance un oreiller. Je le vois détaler derrière un énorme pouf. Je me lève pour le coincer, mais il n'y a personne. Je remonte. C ronfle sur le canapé. Je le réveille. « T'es descendu ?» Il me dit non. Il n'avait aucune raison de mentir. Elle était à l'autre bout de l'état. J'ai eu peur, mais j'ai mis ça sur le compte de l'herbe. Les jours suivants, rien. Puis une nouvelle nuit, la même scène. C'est debout au milieu de la pièce qui s'enfuit quand je l'appelle. Sauf que cette fois, je vérifie. Il est chez lui, à 15 minutes de route sans voiture. Je commence à paniquer. Elle me demande si je vais bien. On vérifie les détecteurs de monoxyde de carbone. Tout fonctionne. La nuit suivante, c'est elle que je vois dans le sous-sol. Je l'appelle, il s'enfuit. Et au même moment, mon téléphone s'allume. Elle m'appelle pour que je lui ouvre. Il est enfermé dehors. Je n'avais verrouillé aucune porte. Je deviens vraiment malade. Je file aux urgences. 5 tests, rien. Je dors chez une amie S. À 2h du matin, elle l'appelle paniquée. Quelqu'un frappait à la porte en criant « Laisse-moi entrer ». Il était persuadé que c'était moi. Je dormais profondément sur le sol de la chambre de S. Pour la première fois, quelqu'un d'autre vivait quelque chose. Un ami de l'école de cinéma passionné d'occultisme vient inspecter la maison.
Dès qu'il entre dans le sous-sol, il se dirige vers l'endroit exact où j'ai vu l'apparition. Il s'arrête net, il dit « C'est glacé, c'est lourd ». Il nous donne de la sauge et une planche Ouija. On décide de tenter la Ouija. Mauvaise idée, je sais, mais je voulais comprendre. La séance est étrange, mais pas menaçante. Elle pose des questions personnelles auxquelles seul un proche décédé pouvait répondre, et les réponses sont cohérentes. C'est presque apaisant. On purifie la maison, puis on part tous pour Thanksgiving. À mon retour, je fais une sieste avec un masque de sommeil. J'entends Kai et sa sœur parler juste à côté de moi. J'enlève le masque, personne. Je suis seul dans la maison. Le soir, je vois une main apparaître autour de la rampe de l'escalier, puis une silhouette difforme. J'explose, je cours vers l'escalier, je hurle à la chose de partir. Je mets du sel partout. C revient avec un sort que sa mère lui a donné. On ouvre toutes les fenêtres. Il récite le texte en marchant avec la sauge. Quand il entre dans le grenier, la sauge s'éteint net. Aucun courant d'air. On découvre 2 miroirs face à face, on les retourne. Un énorme bang retentit au sous-sol, comme si la fenêtre avait claqué contre le plafond. On descend, elle est fermée. Je déménage à l'étage, elle quitte la maison peu après. Notre propriétaire a vaguement mentionné qu'une personne était peut-être morte dans la maison ou avait été transportée à l'hôpital depuis ici avant d'y décéder. Je n'ai jamais su ce qui nous hantait. Au début de la vingtaine, je travaillais dans une entreprise de réparation et de vente de matériel électronique. C'était un vieux bâtiment industriel en parpaing avec un grand entrepôt et un atelier au rez-de-chaussée et des bureaux et autres pièces à l'étage. C'était un bâtiment assez poussiéreux et crasseux avec un parking asphalté plein de nids de poules et de fissures situé au bout d'une impasse dans un quartier miteux mêlant habitation et commerce. Le propriétaire était un homme d'âge mûr, un peu négligé, avec une barbe grisonnante qu'il laissait pousser faute de se raser. Sa philosophie capillaire était du même acabit. C'était un homme brillant, mais un peu distrait. Le bâtiment abritait un local indépendant qui avait autrefois servi de station de radio FM. Ce n'était pas lié à l'entreprise pour laquelle je travaillais, mais mon patron en possédait les clés et le local était abandonné depuis des années. Une enseigne jaunie et décolorée, portant le nom de la station, était encore visible près de la porte. Une grande partie du mobilier et du matériel s'y trouvait encore. Mon patron se rendait souvent chez les clients pour effectuer des réparations sur place ou pour livrer ou récupérer du matériel. Je me retrouvais donc souvent seul. J'adorais avoir cet endroit pour moi tout seul et je ne me suis jamais senti mal à l'aise dans ce bâtiment. Il y avait plein de choses intéressantes, de vieux objets que mon patron avait accumulés au fil des ans, en état de marche ou non. Il y avait aussi la station de radio. On n'était pas censé y aller car elle ne faisait pas partie des locaux de mon patron et le propriétaire lui demandait parfois d'y jeter un coup d'œil puisqu'il habitait loin. Naturellement, curieux et fasciné par l'attrait d'une station de radio abandonnée, je m'y faufilais souvent en cachette. J'adorais le vieux matériel. Il y avait des racks d'émetteurs, des alimentations, des câbles, des étagères avec plusieurs gros tubes à vide, des magnétophones, des tables de mixage et des racks de cartouches. Une petite médiathèque contenait encore pas mal de disques et des boîtes de bandes magnétiques des années 60 et 70. On y trouvait aussi beaucoup de documents promotionnels et des classeurs remplis de papiers de licence, de contrats publicitaires, de vieilles factures, etc. Malgré la poussière, l'endroit était un peu délabré et en bon état et constituait une véritable capsule temporelle. Ce que j'ai préféré, c'était la cabine de diffusion. C'est là que le DJ prenait place. Il y avait encore un micro sur une perche articulée fixée au mur. Il y avait une console avec des boutons, des potentiomètres, de platines vinyle, un vieux téléphone multiligne et quelques magnétophones. Le courant était coupé à la station de radio, mais comme il y avait des fenêtres, la lumière naturelle y pénétrait abondamment. J'adorais aller dans la cabine du DJ, m'asseoir dans le vieux fauteuil de bureau et imaginer ce que ça devait être de passer des disques là-bas, il y a des décennies. J'ai emporté quelques souvenirs, des prospectus de la station et quelques bobines de bandes magnétiques dans leur boîte que je trouvais chouettes. À part ça, j'ai pris soin de laisser l'endroit exactement dans le même état qu'à mon arrivée. Par un après-midi d'hiver froid et nuageux, je terminais le traitement des commandes de réparation. J'appelais les clients pour les informer que leur appareil était prêt. Je vérifiais les documents, etc. Mon patron est parti livrer un retour de réparation et m'a demandé de fermer à clé et d'éteindre les lumières une fois mon travail terminé. N'ayant pas grand-chose à faire, je me suis rendu à la station de radio peu après son départ. C'était une journée froide et humide. La fin d'après-midi approchait et la nuit commençait à tomber.
Assis dans le fauteuil du DJ, je lisais le programme de la station quand j'ai entendu un bruit. On aurait dit une porte qui claquait, alors j'ai tout de suite pensé que mon patron était revenu et me cherchait. J'ai bondi hors de la cabine et suis sorti dans le hall d'entrée, mais il n'y avait personne et la porte était fermée. Tandis que je restais là, perplexe face à ce bruit, j'entendis un claquement sec et fort provenant de la salle des machines, située au bout d'un petit couloir, derrière une porte. Un peu surpris et inquiet, j'étais certain que quelqu'un d'autre se trouvait dans la station. Nerveux, j'appelais. « Allô, Dan ?» Mon chef s'appelait Dan. Rien, aucune réponse. Mon cœur battait la chamade, le bruit avait été fort et soudain, comme un claquement sec ou un ballon qui éclate. J'ai rassemblé mon courage pour descendre le couloir qui s'assombrissait jusqu'à la salle des machines et j'ai ouvert lentement la porte. J'ai immédiatement aperçu des fragments de verre sur le sol. En regardant de plus près, j'ai vu qu'un des grands tubes à vide en verre était tombé de l'étagère et s'était brisé en 1000 morceaux. Le culot métallique de l'ampoule était entouré de nombreux éclats de verre incurvés et de petits morceaux de métal. J'ai eu très peur, car il était impossible que le tube ait roulé ou glissé tout seul. L'étagère était large, profonde et robuste. Tout ce qui s'y trouvait était resté intact pendant des années, et tout à coup, il tombe alors que je suis assis à mon poste. J'ai senti les poils de mes bras se hérisser. J'étais vraiment mal à l'aise. J'ai soudain eu l'impression de ne pas être seul et que quelque chose clochait. Il était temps de partir. Je me suis retourné et suis sorti de la salle de matériel. J'ai remonté le petit couloir vers l'accueil. À droite, une fenêtre donnait sur la cabine du DJ, offrant une vue partiellement obstruée de l'endroit où il était assis. C'était la chaise sur laquelle j'étais assis quand j'ai entendu les premiers bruits. Quelqu'un était assis dessus. J'ai très clairement vu sa chemise et une manche, son coude sur le bureau. Je me souviens même avoir distingué les boutons de sa chemise. J'ai figé. La personne était immobile. Je ne voyais pas le reste car la console, le bureau et une armoire à dossier obstruaient la vue, mais je voyais bien quelqu'un assis là. J'ai eu une peur bleue car je savais que ce n'était pas mon patron et la porte de la cabine était verrouillée. Je savais que je ne pouvais pas simplement m'enfuir et les laisser là, alors j'ai décidé d'aller voir. J'ai rassemblé mon courage et j'ai ouvert la porte de la cabine du DJ. Rien. Personne. La chaise était vide. J'ai cherché partout dans la gare, j'ai même ouvert la porte et je suis sorti pour regarder. Il n'y avait absolument personne. La nuit commença à tomber et j'ai eu très peur. J'ai rapidement verrouillé la porte extérieure. Je suis redescendu à l'atelier, j'ai éteint les lumières et je me suis enfui. Je n'en ai jamais parlé à mon patron. Je n'y suis plus jamais retourné seul après ça. C'était une expérience très perturbante. J'avais l'impression qu'une présence n'appréciait pas mes intrusions et qu'il valait mieux que je laisse les choses en paix. C'était un endroit génial et j'y pense souvent. Ces derniers temps, je repense beaucoup à une expérience que ma mère a vécue quand j'étais enfant. Ça doit remonter à environ 27 ans, j'avais 2 ou 3 ans. Nous vivions dans une ville au nord de Mexico, dans un immeuble d'appartements un peu délabré. Ce n'était pas un endroit effrayant, juste mal entretenu. Tous les appartements avaient le même plan. En entrant, un minuscule vestibule, trop petit pour être appelé un couloir, donnait sur 3 portes. La chambre de mes parents en face, ma chambre à droite et la salle de bain à gauche. Nous vivions au premier étage. Apparemment, à cette époque, mon lit faisait face à la porte, ce qui permettait à mes parents de jeter un œil depuis le vestibule. Mais dans mes premiers souvenirs, le lit était de l'autre côté de la pièce, contre le mur près de la fenêtre. Peut-être qu'ils l'ont déplacé plus tard, ou peut-être que ma mémoire mélange les choses. Honnêtement, je pense que l'histoire fonctionne dans les 2 configurations, car ma chambre était petite. Voici ce dont je me souviens de ce qu'elle m'a raconté. Elle avait parfois du mal à me faire dormir. Elle m'a souvent dit que je me relevais pour jouer ou qu'elle me trouvait les yeux grands ouverts en train de lui dire bonjour. Ce soir-là, j'avais été particulièrement difficile, alors elle avait laissé la porte de ma chambre grande ouverte pendant qu'elle finissait sa routine du soir pour s'assurer que je restais au lit. Mon père était allongé dans leur lit en train de lire. À un moment, ma mère est entrée dans la salle de bain pour un petit nettoyage rapide. Depuis l'endroit où elle se tenait, elle pouvait voir ma chambre. Et là, elle a vu un enfant habillé en blanc, debout au pied de mon lit, en train de la regarder. Au début, elle a cru que c'était moi et elle s'est préparée à me gronder. Mais en sortant dans le vestibule, elle a vu mon visage sur l'oreiller, bien endormi, complètement sous les couvertures. Elle s'est figée. Elle m'a dit qu'elle n'avait ressenti aucune peur, seulement une sorte d'émerveillement. Sans bouger, elle a appelé mon père pour qu'il vienne voir. Je ne sais pas si elle a détourné les yeux une seconde ou si elle a cligné les yeux, mais juste avant que mon père n'arrive à la porte, l'enfant avait disparu.
Techniquement, quelqu'un aurait pu entrer par la fenêtre et ressortir très vite, mais ça semble extrêmement improbable, et ma mère n'était pas du genre à inventer ce genre d'histoire. Je n'ai aucun souvenir de cet événement, mes premiers souvenirs remontant à quelques mois après. J'ai posé des questions à ma mère à l'adolescence, mais les détails restaient flous. Elle disait que l'enfant me ressemblait, mais qu'il était plus âgé que moi, donc j'imagine qu'il devait avoir l'air d'un enfant de 10 ans environ. Je ne sais pas si la ressemblance était du type doppelganger plus âgé, ou si c'était juste un enfant avec les mêmes traits généraux, cheveux noirs, peau claire. Ma mère avait été élevée dans la foi catholique, mais elle n'était pas très pratiquante. Elle n'a jamais dit clairement que c'était un ange, mais je ne serais pas surpris que ce soit l'interprétation qu'elle en avait. Je n'ai jamais trouvé d'histoire similaire. Quand je cherche des témoignages d'apparitions d'enfants en blanc, c'est presque toujours une fille, donc je suis curieux de savoir si quelqu'un ici a vécu quelque chose de semblable. Ça s'est passé il y a quelque temps, et je jure devant Dieu que je n'oublierai jamais cette expérience. Si je devais situer l'année, ce serait probablement 2009. J'avais alors 16 ans et j'étais déjà oncle de 3 enfants. On recevait souvent de la famille, les grands-parents s'occupant des enfants pendant que les parents faisaient les courses, etc. Je ne me souciais pas vraiment de m'occuper des enfants. Je préférais rester dans ma chambre et faire ce que je faisais pendant mon temps libre à 16 ans. Mais je connais bien ma famille, y compris mes nièces, car nous sommes tous très proches et il y a rarement des disputes familiales. Un jour, ma sœur a décidé de laisser sa fille de 4 ans chez notre mère pendant qu'elle faisait des courses. Ma nièce était plutôt sage pour son âge. Elle ne criait ni ne pleurait sans raison, contrairement aux autres jeunes membres de la famille. Par contre, elle avait la fâcheuse habitude de se promener dans la maison en faisant un bruit de pas qui m'agaçait au plus haut point. C'était l'hiver, enfin je crois. Si je précise ça, c'est parce qu'il faisait nuit et que ma sœur ne sortait pas faire des courses si tard, vu les longues journées d'été au Royaume-Uni. J'étais dans ma chambre, occupée sur mon ordinateur. Soudain, j'ai entendu ma nièce pleurer juste devant ma porte. D'habitude, je laissais ma mère s'occuper des enfants qui pleurent et les consoler, mais elle était en bas. J'ai voulu aller voir ce qui n'allait pas. J'ai ouvert la porte de ma chambre et j'ai vu ma nièce recroquevillée sur le sol, juste au-dessus de l'escalier, devant la chambre de ma sœur en larmes. Je me suis approché d'elle et lui ai demandé ce qui n'allait pas. C'est à ce moment-là que je l'ai entendue. La porte de la chambre de ma sœur était grande ouverte, il faisait sombre. Elle n'était évidemment pas là. J'entendais une boîte à musique, une mélodie lente et classique. Alors j'ai vu ma nièce, qui ne pleure presque jamais, sauf si elle se fait mal, recroquevillée par terre en pleurant à chaudes larmes pendant que cette boîte à musique jouait. Sur le coup, j'ai fait le lien. Tout s'est passé si vite et j'ai dit « Bonjour » en direction de la chambre de ma sœur. Je vous jure que c'est pas une blague. À peine ai-je dit bonjour que la petite musique de la boîte à musique s'est arrêtée net. Je sais, c'est un cliché de film d'horreur, mais que Dieu me foudroie si je mens. J'ai décidé de ne pas entrer dans la pièce pour vérifier, hors de question. J'ai réconforté ma nièce et l'ai accompagnée en bas. La pauvre était en larmes. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, mais elle est restée silencieuse, le regard baissé en reniflant. Je lui ai demandé « La musique t'a fait pleurer? Elle t'a fait peur ?» Elle a lentement hoché la tête. J'avais le cœur qui battait la chamade. Je lui ai dit de ne pas avoir peur, que ce n'était qu'une chansonnette et de rester avec sa grand-mère. Moi par contre, j'ai couru droit devant la chambre de ma sœur pour entrer dans la mienne. J'ai raconté à ma mère ce qui s'était passé et elle a ri en me disant de ne rien dire à ma sœur, sinon elle aurait trop peur pour dormir dans sa chambre. J'ai appelé ma sœur qui était à la fac. Je ne me souviens plus exactement, je lui ai posé ces questions. « As-tu une boîte à musique ?» Elle a répondu non et m'a demandé pourquoi. J'ai dit que ce n'était rien et je lui ai demandé si elle en était absolument sûre. Elle a répondu oui, j'en suis sûre, je n'en ai pas, et a enchaîné en demandant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» J'ai répété que ce n'était rien et j'ai raccroché. Maintenant, je me suis posé ces questions. Même si ma sœur avait une boîte à musique, pourquoi diable se mettrait-elle à jouer toute seule? Il faudrait qu'elle ait été remontée récemment et que le ressort se soit détendu par hasard. Mais pourquoi ma sœur l'aurait-elle oublié si c'était récent? Pourquoi la musique s'est-elle arrêtée juste après que j'ai dit bonjour? Coïncidence peut-être, mais tout cet événement n'a aucun sens. Qu'est-ce qui a bien pu effrayer ma nièce à ce point? Elle ne pleure pas facilement, surtout pas au son d'une simple sonnerie de boîte à musique, ce qui me mène à la question qui me donne encore la chair de poule aujourd'hui.
A-t-elle vu quelque chose dans cette pièce sombre pendant que la musique jouait?